Bonjour, bienvenue dans cette formation thématique de l'avenir en commun. Aujourd'hui, on va parler du logement, de nos propositions sur le logement. Donc on est deux. Je suis avec Anne Gourmelet et moi je suis Antoine Salès-Papou. Et on est tous les deux co-animateurs du groupe de travail sur le logement de l'avenir en commun. Donc vous savez qu'il y a plusieurs groupes de travail qui travaillent sur le programme, sur les différents thèmes développés dans notre programme. Donc cette formation qu'on va vous faire là, qui sera pas trop longue, elle s'inscrit en fait dans tout un travail programmatique qui a été commencé en janvier 2021 autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon et qui vise d'une part à mettre au centre de notre campagne les enjeux de fond, les propositions, et d'autre part à enclencher la remise à jour du programme de 2017. Donc ce travail, comment il se passe? En fait, il y a la campagne sort des revues thématiques sur les différents thèmes du programme. Donc il y en a 4. La première qui est sortie en janvier était sur la démocratie et les libertés publiques. La deuxième, qui est sortie en mars, était sur la planification écologique. Et en mai, va sortir la troisième revue, qui sera sur le progrès social et humain. Et en lien avec ces revues, avec des grands forums qui sont organisés, il y a aussi des formations plus spécifiques qui expliquent le contenu précis de notre programme. Et donc nous, on va faire la partie logement ici en lien avec la revue sur le progrès social et humain. Voilà, Anne, je te laisse expliquer un peu d'où vient notre programme. Alors, donc effectivement, c'est parti de l'avenir en commun, qui a été le programme qui a été porté en 2017 et qui a été soutenu après par nos parlementaires à chaque débat, et notamment au moment de la loi Elan, où on a eu une lutte assez forte contre cette loi qui venait vraiment rendre encore moins effectif le droit au logement. Donc suite à ça, on avait fait des auditions, on a porté des propositions, on a renforcé notre programme de 2017 et ça a donné lieu à une proposition de loi qui a été défendue par Jean-Luc Mélenchon et présentée l'année dernière devant la Commission des affaires économiques en février 2020. Et c'était l'occasion donc de défendre vraiment, ça s'articulait autour de 4 axes principaux qu'on va développer maintenant. Donc pour commencer, on va voir un peu le cadre général contre lequel on lutte pour rendre effectif le droit au logement. Notre logique, c'est de considérer que le fait d'avoir un logement décent, bien localisé pour toutes les activités sociales et pérenne, est un droit fondamental attaché à chaque individu et à chaque famille. Et donc c'est ça qu'on veut mettre en place. Mais pourquoi aujourd'hui ça n'est pas le cas? Dans quel cadre on est et qu'est-ce qu'il faut briser pour mettre en place ce droit au logement. Donc en fait aujourd'hui on constate de plus en plus une financiarisation du logement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le logement comme bien, c'est un bien de première nécessité, est transformé en marchandise sur laquelle on va utiliser pour faire de la spéculation, c'est-à-dire pour faire des profits qui sont à la fois de plus en plus rapides et de plus en plus grands. Exactement comme ce qui se passe dans la sphère financière. Donc, ce que ça signifie, c'est que le logement n'est pas finalement un à côté du système économique ou quelque chose qui serait un peu à part par rapport au reste du système économique et du néolibéralisme, mais il est bien au cœur de la bataille contre la finance, puisqu'il est au cœur du fonctionnement aujourd'hui du capitalisme financiarisé. D'ailleurs, les grandes crises du capitalisme ces dernières années ont souvent eu comme point de départ une crise sur le marché du logement. C'était notamment le cas en 2008 où la crise des subprimes, c'était ce qui a démarré la plus grosse crise financière depuis 1929. Ça venait de ménages, de familles américaines qui ne pouvaient plus rembourser leur crédit pour payer le logement qu'elles avaient acheté. Comment ça se matérialise, cette financiarisation du logement? C'est, donc je disais, des profits de plus en plus importants pour le marché du logement. En France, par exemple, les profits du secteur immobilier, ils ont augmenté énormément depuis les années 2000 et en fait, ils ont augmenté à un rythme qui est 4 fois supérieur au rythme moyen de la croissance du produit intérieur brut, donc au rythme moyen de la croissance de la richesse globale qu'on produit
qu'on produit en France. Les profits des secteurs immobiliers ils augmentent 4 fois plus vite. Et ces profits-là, ils sont de plus en plus concentrés dans des grosses firmes, que ce soit des promoteurs immobiliers ou des constructeurs, comme Bouygues Immobilier, BNP Paribas Immobilier, AXA Immobilier, voilà, des grosses firmes qui sont très connectées au capitalisme financiarisé. Et en fait, ça crée une économie de bulles. Comme on a des bulles sur les marchés financiers, on a des bulles aussi sur les marchés du logement. Les prix, pareil, depuis le début des années 2000, les prix sur le marché du logement, ils augmentent 4 fois plus vite que les revenus des gens. Donc, ce qui fait que les gens doivent dépenser de plus en plus d'argent par rapport à leurs revenus pour pouvoir simplement se loger. Les loyers, eux, ils ont augmenté 2 fois plus vite que les revenus des locataires. Et donc ça crée un effet de bulle. Les gens sont de plus en plus endettés. La dette immobilière a explosé aussi depuis le début des années 2000. Et donc, de là découle tout un tas de conséquences, que ce soit au plan collectif, c'est-à-dire que les villes sont transformées, les centres-villes deviennent de plus en plus riches, de plus en plus gentrifiés, on dit, c'est-à-dire que même des espaces, des quartiers qui, dans les grandes villes, à Paris, à Lille, à Bordeaux, à Lyon ou à Toulouse, pouvaient être accessibles à beaucoup de gens il y a 10, 15 ou 20 ans, aujourd'hui deviennent de plus en plus réservés à une élite. Ça, c'est la première chose qui se passe. Et deuxièmement, les classes moyennes et les classes populaires, elles sont repoussées de plus en plus loin à la périphérie. Donc ça crée aussi un phénomène d'étalement urbain qui fait que les gens sont de plus en plus éloignés des transports en commun, des lieux de travail, des lieux de loisirs, des commerces et tout, parce que en fait le coût du logement est de plus en plus cher. Ça, c'est au plan collectif. Et puis au plan individuel, après, toutes les problématiques de mal logement, de pauvreté et de misère extrême découlent de ce phénomène de financiarisation du logement qui rend le prix du logement trop cher pour les gens en fait. Donc les 300 000 sans-abri, les 4 millions de mal logés dont parle la Fondation Abbé Pierre, les gens qui ont du mal à payer leur loyer, les gens qui n'arrivent pas à rénover leur logement, qui vivent dans des logements de mauvaise qualité, tout ça découle de la financiarisation du logement. Donc nous en fait, ce que propose notre programme et ce qu'il y avait dans la proposition de loi dont on va vous détailler les mesures, c'est d'inverser cette logique. C'est-à-dire, on stoppe le fait de considérer le logement comme un produit financier et on le considère d'abord comme un droit, c'est-à-dire pas comme une marchandise qui peut s'échanger n'importe comment, sans aucune règle, etc. Mais comme un bien qui est régulé par l'État, qui est quand il le faut socialisé, pour que le premier critère qui organise le fonctionnement du logement, ce soit que tout le monde accède au droit au logement, plutôt que aujourd'hui le premier critère qui organise le fonctionnement du logement, ce soit de maximiser les profits des gens qui financiarisent le logement. Donc, une des premières mesures défendues par la proposition de loi, c'est la sécurité sociale du logement par le biais de la mise en place de la garantie universelle des loyers. Pourquoi on veut mettre en place une sécurité sociale des logements? C'est qu'actuellement, nous avons 493 000 familles par an qui connaissent une période d'impayé de loyer. Et donc, elles encourent forcément un risque d'expulsion fort et donc de rentrer dans une misère extrême. Donc, un moyen de lutter contre cela, c'est cette mise en place de la garantie universelle des loyers. Ensuite, ça supprimera un des obstacles majeurs à la location en venant garantir le propriétaire de son risque d'impayé. Et enfin, ça permet aussi, en garantissant le propriétaire des risques d'impayé, de concourir à la remise en location de biens qui ne sont pas mis à la location par crainte de ne pas avoir ces loyers. Donc en fait, la garantie universelle des loyers, c'est quoi? C'est d'abord une cotisation annuelle sur les revenus locatifs. Cette cotisation annuelle va venir alimenter une caisse qui sera gérée par un établissement public de l'État et qui sera pilotée donc, dans le conseil d'administration par notamment des représentants des locataires, mais aussi des propriétaires et des collectivités. Cette indemnité, cette caisse permettra d'indemniser lorsqu'il y aura un impayé de loyer et se déclenchera après un mois d'impayé de loyer. Et donc ça vient sécuriser financièrement effectivement le propriétaire,
Ça vient aussi sécuriser le locataire contre les risques et les accidents de la vie. Et surtout, ça vient se substituer à différents systèmes, et notamment le système de l'assurance privée, en devenant justement une assurance obligatoire, donc pas une assurance, mais bien une garantie universelle, puisque ce sera obligatoire pour tous. Donc là, un des axes forts justement de cette garantie universelle des loyers, c'est qu'elle concerne aussi bien le parc social que le parc privé. Contrairement à ce qui avait été proposé par exemple dans la loi Allure. Elle vient aussi se substituer au système VISAL qui a été mis en place en 2016. Ce système VISAL, c'est aussi une forme de garantie d'impayé, mais qui est sous condition uniquement et qui s'applique à certains cas. Et donc, elle devient pour cela inefficace. Par exemple, cette garantie VISAL ne concerne que 200 000 logements, soit juste 2% des logements locatifs. Ensuite, cette garantie universelle des loyers, ça a un fort impact pour justement éviter que les propriétaires mettent la pression sur les locataires, et ça vient soulager et éviter les expulsions sauvages et même les expulsions en général. Et en tout cas, ça laisse le temps aussi, c'est le corollaire d'un des articles de la proposition de loi qui interdit toute expulsion sans proposition de relogement. Donc, un des principaux avantages aussi de cette garantie universelle des loyers, c'est que ça permettra enfin de mettre un terme à cette pratique des cautions des personnes physiques. À chaque fois que vous vous engagez pour louer un logement, souvent on vous demande justement cette garantie, cette caution de personnes physiques qui forcément avantage les personnes qui ont déjà un haut revenu ou en tout cas un entourage avec des revenus conséquents, les personnes qui ont un entourage avec un CDI, enfin voilà. Et donc là, pour vraiment avoir un traitement égalitaire et favoriser l'accès à tout le monde d'un logement, cette garantie universelle des loyers permet de sécuriser le système. Et donc, comme je le disais, comment ça se finance ? C'est 2,5% des revenus locatifs annuels qu'on met en balance avec les 4% actuellement que perçoivent les assurances privées pour un système similaire. Une autre mesure qui a été contenue dans la proposition de loi de Jean-Luc Mélenchon et qui est également dans l'avenir en commun, c'est l'encadrement des loyers. Donc, rapidement, je vais vous dire que l'encadrement des loyers il est devenu indispensable aujourd'hui, compte tenu de la part des revenus des gens qui va dans le loyer pour leur logement. Pour vous donner une idée, dans les années 70, le coût du loyer représentait environ 10% du revenu total des locataires. 10% de leurs revenus. Aujourd'hui, on est presque à 30% de leurs revenus qui passent dans le loyer. Donc un tiers du revenu qui passe pour payer son logement. Donc cette situation, elle est devenue insupportable pour beaucoup de gens, surtout pour les plus pauvres. Par exemple, les 10% les plus pauvres, eux, c'est pas 30%, mais 60%, donc presque les 2/3 de leurs revenus qui passent pour payer leur logement. Donc voilà. Donc c'est pour ça que cette situation est devenue insupportable et que nous on dit, il faut un encadrement des loyers. Comment il marcherait cet encadrement des loyers ? Il serait d'abord sur l'ensemble du territoire. Donc, sur tout le territoire français, il y aurait un encadrement des loyers. Mais il ne serait pas le même selon où on est, selon si on est évidemment dans une petite ville ou une zone rurale où il n'y a pas de logique de spéculation et de bulle qui fait monter les prix excessivement. Il serait pas le même qu'à Paris ou à Lille par exemple. Donc comment on s'y prendrait ? En fait, chaque département aurait un observatoire des loyers qui permettrait d'abord de faire un recensement de l'ensemble des loyers et de leur montant. Et à partir de ce recensement, le préfet, donc l'État en fait, mettrait dans chaque zone, donc des zones qui seraient plus petites que le département, chaque zone résidentielle mettrait ce qu'on appellerait un loyer de référence. Et ce loyer de référence servirait à savoir à combien on a le droit de fixer le prix du loyer dans cette zone. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas le droit de fixer au loyer de référence plus 20%.
Donc on aura le droit de louer un logement, on prend le loyer de référence et on rajoute 20% au maximum. Et on ne peut pas aller au-dessus. Donc ce loyer de référence, qu'est-ce qu'il est? Bon, dans les zones où il n'y a pas de tension particulière, etc., on prendrait le loyer médian. Le loyer médian, ça veut dire c'est le loyer qui permet de découper l'ensemble des loyers, si bien qu'il y en ait 50% qui soient supérieurs, 50% qui soient inférieurs. Donc on prendrait dans les zones où il n'y a pas de problème particulier le loyer médian comme loyer de référence, et à partir de là on dirait on peut pas aller à 20%, à plus de 20% au-dessus de ce loyer de référence. Ce qui permettrait en gros dans ces zones-là de maintenir au niveau actuel les loyers et donc d'empêcher justement la formation d'une bulle spéculative dans les zones où il n'y en a pas encore aujourd'hui, comme d'une bulle spéculative à l'image de celle qu'on a pu voir dans les grandes villes. Et dans les grandes villes, justement, on pense que ça ne suffit pas. Les loyers ont tellement augmenté, ils sont tellement chers, tous les gens qui habitent à Paris ou à Bordeaux ou à Lille ou à Lyon le savent, les loyers sont devenus tellement chers qu'il faut les baisser. Donc là, dans ces départements-là, qu'est-ce qu'on ferait? On prendrait, pareil, le loyer de référence, serait en fait le loyer médian, moins 20%. Donc on calculerait le loyer médian, le loyer, il y a 50% de loyers qui sont supérieurs, 50% de loyers qui sont inférieurs, donc c'est le loyer du milieu en quelque sorte. On baisserait la valeur de ce loyer de 20% et on dirait voilà, ça c'est le loyer de référence. Donc c'est à partir de cette référence-là que vous devez fixer les loyers. Ce qui permettrait en fait d'appliquer une décote générale de 20% sur les loyers dans ces grandes villes. Et à partir du moment où on a appliqué cette décote de 20%, on conserverait l'encadrement des loyers pour que ça ne réaugmente pas excessivement. Donc voilà, globalement, la proposition de loi, son but, c'est de stabiliser dans les zones où il n'y a pas eu encore d'envolée des prix locatifs, stabiliser les prix pour éviter qu'il y ait cette envolée. Et dans les zones où il y a eu une envolée du prix locatif, c'est de baisser de 20% les loyers avant de les stabiliser à ce niveau-là. Donc voilà, ça c'est la première mesure de lutte un peu contre la spéculation du logement, c'est donc tout simplement mettre une règle sur les prix. C'est pas n'importe quel prix, c'est pas comme on veut, mais il y a une règle qui encadre les prix parce que le logement n'est pas une marchandise comme une autre, et donc l'État a la légitimité pour encadrer les prix. Ensuite, on a une deuxième mesure qui va avec celle-ci, mais qui concerne cette fois la qualité du logement. Vous savez qu'aujourd'hui, la Fondation Abbé Pierre estime qu'il y a 600 000 logements qui sont des logements indignes, donc qui sont des logements qui ne satisfont pas aux critères légaux qu'on estime de dignité d'un logement en France. Les critères légaux, c'est surface plus de 9 mètres carrés, une hauteur de plafond de plus de 2,20 m, l'absence de nuisibles, la sécurité des installations électriques et de gaz, l'isolation thermique des portes et des fenêtres, etc., l'absence d'infiltration d'eau dans le logement. Et donc il y a au moins 600 000 logements qui ne satisfont pas à ces critères-là et donc qui sont indignes. Et pourtant des gens habitent dedans bien souvent. C'est-à-dire qu'en fait c'est interdit de louer les logements qui sont illégaux en fait, mais ils sont quand même loués parce qu'il n'y a aucune vérification pour savoir si on met en location des logements qui sont des logements pourris en fait, qui peuvent s'écrouler sur vous ou qui sont dangereux parce que les installations électriques ne sont pas sécurisées ou dans lequel vous allez tomber malade parce qu'il est très humide, très mal isolé, voilà. Donc il y a beaucoup de gens qui vivent dans ces logements et donc nous on veut généraliser un dispositif qui s'appelle le permis de louer. Le permis de louer, qu'est-ce que c'est? C'est une autorisation préalable de mise en location. Ça veut dire quand un propriétaire veut mettre en location son logement, il doit d'abord se procurer un permis auprès des collectivités et de la préfecture qui l'autorise, qui fait une vérification avant que le logement soit loué, que les critères de dignité soient bien respectés. De sorte que si les critères de dignité ne sont pas respectés, le propriétaire n'a pas d'autorisation de mise en location et on lui dit par contre vous devez faire des travaux, vous devez remettre aux normes votre logement avant de pouvoir le louer, d'avoir l'autorisation de le louer. Donc voilà, c'est un dispositif qui existe déjà de manière expérimentale dans quelques villes, mais que nous on voudrait généraliser, c'est-à-dire en fait ce seraient les préfets, donc l'État encore une fois, qui département par département
déciderait des zones dans lesquelles il y a un permis de louer obligatoire parce qu'il y a un grave problème de logement indigne et qu'on ne peut pas continuer comme ça. Donc ça c'est le volet disons répressif pour mettre une règle, une norme et la faire respecter. Et d'autre part, il y a aussi le volet, bon, une fois qu'on a fait ça, il faut dire aussi qu'il faut rénover les logements. Un certain nombre de logements sont indignes, ou même sans être indignes d'un point de vue légal, sont quand même en très mauvais état, ont besoin d'être rénovés. Voilà. Mais il arrive aussi qu'il y ait des petits propriétaires qui ne sont pas des gros propriétaires très riches, qui sont des petits propriétaires qui ont voilà comme ça un logement qu'ils veulent mettre en location, mais ils n'ont pas forcément l'argent nécessaire pour financer entièrement une rénovation. Donc c'est là que l'État doit aussi investir pour rénover lui-même les logements qu'il faut. Alors où trouver cet argent ? Eh ben, encore une fois, en s'attaquant aux logiques de spéculation. Et c'est pour ça que la proposition de loi et notre programme proposait une taxe sur les hautes transactions immobilières. Donc les hautes transactions immobilières, qu'est-ce que c'est ? On les définit comme les transactions immobilières qui sont à plus d'1 million d'euros. Je vends ma maison, je vends mon appartement à plus d'1 million d'euros. Je commence à avoir cette taxe qui est progressive. Entre 1 million et 2 millions, c'est un tout petit pourcentage, plus de 2 millions un peu plus, et plus de 10 millions, c'est encore plus. Et donc avec cette taxe sur les hautes transactions immobilières qui vient prendre de l'argent sur la partie du marché immobilier qui est vraiment spéculative, qui est vraiment dans la bulle spéculative, qui est nocive parce qu'elle fait augmenter excessivement le prix du logement, on pourrait récupérer, on a fait le calcul, 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros qui nous permettraient en fait de multiplier par 5 le budget de l'Agence nationale de l'habitat, multiplier par 5 le budget de l'Agence nationale de l'habitat consacré aux rénovations des logements indignes. On le passerait donc de 1 milliard d'euros à 5 milliards d'euros par an. Cette agence est donc une agence publique qui sert à l'amélioration des logements, donc rénovation, soit des rénovations thermiques ou des rénovations pour résorber les logements indignes. Et donc on pourrait, on pense, du coup multiplier par 5 le rythme de rénovation contre les logements indignes que fait cette agence publique par rapport à aujourd'hui. On passerait de 12 000 à 60 000 rénovations par an, ce qui permettrait en 10 ans de résorber tout le logement indigne en France. Donc voilà, c'est en s'attaquant aux logiques de spéculation qu'on pourrait financer aussi la lutte contre les logements indignes. Un autre moyen également de défendre notre conception du logement et de permettre de rendre effectif le droit au logement, c'est vraiment de défendre le service public du logement, et c'est-à-dire essentiellement le logement social et les logements sociaux. Ça passe par plusieurs choses, et donc notamment dans la proposition de loi, ça passe par la loi SRU. Donc c'est cette loi qui oblige les communes de plus de 3500 habitants dans des agglos de plus de 50 000 habitants à construire et à avoir plus de 25% de logements sociaux dans leur commune. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on voudrait et ce qu'on avait mis dans la proposition de loi, c'est de porter ces 25% à 30% dans les zones tendues. Parce qu'effectivement, il y a un véritable besoin, c'est ce que disait Antoine tout à l'heure, de créer du logement abordable et accessible pour tous. Et donc, autant utiliser cette technique qu'est le logement social qui permet de rendre public et le logement. Donc en fait, en passant à 30%, c'est aussi l'idée, c'est de construire plus de logements sociaux, parce qu'il y a 2,1 millions de familles qui sont encore actuellement en demande de logement social et qui n'en ont pas. En plus, on s'est rendu compte que depuis que cette loi est en place, donc elle a été mise en place en 2000, et donc depuis 2002, c'est plus de 640 000 logements qui ont été construits. Donc ça a eu vraiment un effet levier partout. Et donc c'est donc très important qu'on poursuive cette mesure. Et donc pour la rendre encore plus efficace, le but c'est aussi de sanctionner ceux qui ne respectent pas et de sanctionner automatiquement les villes qui ne respectent pas cette mesure. Donc en gros, dans les villes qui sont concernées par la mesure SRU, 56% de ces villes ne respectent pas leurs objectifs qui sont fixés par le préfet tous les 3 ans de construction.
Donc en plus, on peut constater comme des villes comme Neuilly, le Vésinet, Saint-Maur-des-Fossés et encore bien d'autres villes qui ne respectent pas et qui n'ont jamais respecté cette mesure. Et les sanctions, normalement encourues, sont à la fois des amendes et également le retrait de délivrer de cette compétence de délivrer les permis de construire. Et donc normalement, cette compétence passe au préfet, donc à l'État, qui vient pallier la carence de logements sociaux dans ces communes-là. Or, on se rend compte que sur les 56% qui ne respectent pas leurs objectifs, seuls 40% de ces villes sont sanctionnées. Donc on se rend bien compte que ce n'est pas incitatif pour respecter cette loi. Donc nous, ce qu'on voulait mettre dans la proposition de loi et ce qu'on a mis dans la proposition de loi, c'est de rendre obligatoire et systématique la sanction des communes qui font défaut et donc de faire en sorte que ce soit l'État qui prenne en charge à ce moment-là la construction de logements sociaux. Ensuite, il y a différentes manières aussi pour pallier, donc pour développer le logement social et rendre vraiment efficace le droit au logement. C'est donc de construire environ 200 000 logements par an de logements sociaux. Et donc, c'est pas seulement nous, dans notre loi et dans notre avenir en commun, ce qu'on souhaite, c'est pas seulement construire 200 000 logements sociaux, c'est surtout qu'en plus, on veut que dans ces 200 000 logements sociaux qui soient construits par an, il y ait beaucoup de PLAI. Donc le PLAI, c'est cette catégorie de logements sociaux pour les revenus les moins chers. Donc du coup, c'est ce qui fait les loyers les moins élevés et qui permet vraiment à garantir un logement pour la majorité des gens. Et donc il y a cet aspect-là, donc la construction de logements, qui doit avoir un effet également levier sur de logements sociaux, qui doit avoir un effet levier sur le reste du parc, puisque ça peut faire mécaniquement baisser les prix. Et donc ensuite, on a une dernière proposition aussi qu'on met en avant pour défendre le logement social, c'est qu'on est complètement contre la vente à la découpe du parc social français. Et donc qui a été bien incité à laquelle sont incités la plupart des logements des bailleurs sociaux. En effet, depuis la loi Elan et avec aussi la loi de finances qui avait été prise en 2018, on s'est rendu compte que les financements des bailleurs sociaux étaient largement diminués et que pour compenser cette perte de revenus, on incitait les bailleurs sociaux à vendre leur patrimoine et donc à privatiser toute une partie du logement social. Donc nous aussi, c'est de mettre en avant cette protection du logement social et de promouvoir et de mettre en avant le logement social pour protéger et empêcher la privatisation de ce parc. Voilà, c'est la fin de cette formation thématique. Merci de l'avoir suivi. Donc pour récapituler, on a ce qu'on a vu dans cette vidéo. D'abord, renverser la table, renverser la logique qui est la logique actuelle qui organise le logement, faire la garantie universelle des loyers, faire un encadrement des loyers qui permette y compris de faire baisser les loyers dans les grandes villes, renforcer la loi SRU qui oblige les communes à construire un certain nombre de logements sociaux, faire le permis de louer pour empêcher la location des logements indignes et enfin construire 200 000 logements sociaux par an. Voilà les mesures un peu résumées qu'il y avait dans cette formation, dans notre proposition de loi et dans notre programme. Donc en fait maintenant, si vous voulez aller plus loin, alors il y a plusieurs outils. Donc soit vous pouvez aller voir notre programme sur le site noussommepour.fr. Vous avez aussi la possibilité d'aller acheter en librairie nos différentes revues et notamment celle sur les progrès sociaux et humains, qui sera la 3e revue qui va être publiée. Et puis aussi, vous pouvez aussi rejoindre l'équipe logement justement pour travailler sur le programme, améliorer des points, compléter les points et puis systématiquement l'actualiser pour qu'on soit toujours pied à pied à défendre notre programme et à le rendre crédible et accessible pour tous. Et donc comment on rejoint l'équipe logement ? Eh bien, vous pouvez rejoindre donc, sur le site Action Populaire et vous vous connectez au groupe Logement.
Voilà. À bientôt.